Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Togo en marche. Suite au recul du couvert forestier lié entre autres aux facteurs anthropiques et au système de production agricole du Togo, il était impératif d'introduire un mécanisme de gestion durable des ressources forestières selon des critères de durabilité. Et le ProRed a été pensé et mis en œuvre grâce à la coopération Togo-Allemagne. 5 ans après que retenu de ce projet qui a été exécuté dans 3 régions du Togo, notamment la région maritime, la région des plateaux et la région centrale. Nous allons en parler tout à l'heure et tout de suite sur ce plateau avec les spécialistes de la question, ceux-là qui s'occupent des questions environnementales. Ils sont avec moi ici sur ce plateau. D'abord, juste à côté de moi, vous avez Andrea Chininbeka, il est coordinateur du ProRed. Andreas, bonsoir et bienvenue dans le Togo en marche. Bonsoir, Monsieur Pierre. J'espère n'avoir pas tellement écorché votre nom. Non, il était super bien prononcé. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Alors, vous êtes le coordinateur de ProRed, plus ce projet exécuté en collaboration avec le gouvernement togolais. Il y a 5 ans, le projet est venu à terme. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez la fin de ce projet ? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier, la télévision togolaise pour nous donner cette opportunité de présenter à la fin de ces projets des résultats, pas seulement des résultats, mais aussi des appréciations. C'est ça surtout qui nous intéresse. Je dois dire qu'en tant que coordinateur de ces projets, je me sens très bien parce que je pense en très bonne collaboration avec les structures du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature, nous avons atteint nos objectifs et nous avons la conviction que ce qu'on a mis en place va pouvoir continuer. Ok, vous avez la conviction que ce que vous avez mis en place en collaboration avec le gouvernement togolais va continuer. Nous allons poursuivre la présentation. À la suite de M. Andreas, vous avez M. Moussa Samarou, il est ingénieur des eaux et forêts, spécialiste en gestion des écosystèmes et forêts tropicales. M. Samarou, bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. Et bienvenue dans le Togo en marche. Merci beaucoup. Je rappelle également que vous êtes lieutenant des eaux et forêts, c'est cela? Et je suis commandant des eaux et forêts. Commandant, vous m'excusez alors, commandant des eaux et forêts, parce qu'on a vu à travers avec beaucoup de lieutenants sur le terrain, donc du coup. Alors, mon commandant, vous revenez comme ça d'une mission il y a quelques jours, vous étiez à Lagos, au Nigeria, justement, je le crois, hein, c'est dans le cadre également des questions environnementales. Et bien évidemment, d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez d'être sur votre plateau de télévision. Et parlant du projet ProRed, c'est dans la continuité des résultats que nous avons obtenus dans la mise en œuvre que la semaine dernière, j'étais à Lagos au Nigeria pour les questions d'évaluation des ressources forestières. Les méthodologies que nous avons mises en place pour évaluer les ressources forestières au niveau du Togo, nous sommes allés partager cela avec les autres pays de la sous-région et bénéficier également de leur expérience en matière d'évaluation des ressources forestières. Nous allons tout à l'heure revenir de long en large sur de quoi était-il question en lien avec le ProRed qui est à sa fin aujourd'hui. À l'extrême gauche de ce plateau, nous avons M. Sena Aluka, il est le directeur exécutif de Jeunes Volontaires pour l'Environnement. M. Aluka, bonsoir. Bonsoir, M. Pierre. Nous sommes honorés de vous revoir ce soir dans ce plateau de Togo en marche, et cette fois-ci parler de l'environnement. Ah oui, le sujet ne m'a pas laissé indifférent. C'est vrai que j'étais extrêmement occupé, mais il fallait absolument que je sois là ce soir, parce que la forêt, comme l'a dit M. Kofi Annan, c'est la ceinture de sécurité de notre planète. Et donc c'est absolument important que quand on veut discuter forêt, quand on veut discuter biodiversité, le 22 mai dernier, on a célébré la journée mondiale de la biodiversité, et c'était sur la forêt. Donc je ne pouvais pas refuser cette invitation. Merci beaucoup à vous. Et pour les
téléspectateurs qui ne sont pas là. En tout cas, la TVT se fait toute belle, toute neuve. Et je suis très ému, très content. Ça veut dire que le pays est vraiment en marche. Le Togo est en marche. Et je rappelle que nous tenons cette émission à quelques jours, 2 jours, on va dire concrètement, de la journée nationale de l'arbre, le 1er juin. Alors, juste à côté de M. Alouka, nous avons cette tête couronnée qui nous fait honneur d'être sur ce plateau ce soir. Il nous vient de très loin, de plus de 400 km. Il vient d'un village de la préfecture de Tchamba, Goubi, donc c'est lui le chef canton de cette partie du Togo. Il s'appelle Abou Assoumani, chef Boubouto, comme on le dit chez nous. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. La route, elle a été très très longue, j'imagine. Effectivement. Et comme vous en avez l'habitude. Ah, vraiment, nous avons fait de notre mieux pour arriver en bonne santé. Dieu merci. Ok. Ah, oui. Ça fait, on va dire, une semaine, nous étions dans la préfecture de Tchamba, nous étions dans votre canton où nous avions rencontré cette population très très dynamique et qui a à cœur cette problématique de la gestion de la forêt. Alors, comment se porte votre population? Vraiment, ma population, Goubi se porte très bien. Et vraiment, lorsqu'il y a chaque fois des problèmes de l'environnement, tout Goubi se lève pour vraiment faire de son mieux pour que ça marche. Parce que l'environnement, chez nous, par le passé, avec la forêt d'Aboulaye, nous avons eu vraiment des problèmes. Mais après quoi, nous avons ProRed qui est venu, et même bien avant ça, le gouvernement a repensé ce problème de la cogestion. Et c'est de ça la gestion durable de nos forêts. Et vraiment, nous avons accueilli vraiment ce projet vraiment à bras ouverts. Ok, vous avez accueilli ce projet à bras le corps et nous l'avons également constaté sur le terrain. Nous étions dans les régions où le projet a pris corps et avec la population, nous avons vécu le dynamisme qui règne autour de ce projet. Nous allons proposer de suivre ce film que nous avons eu à réaliser et on se retrouve juste après. Le paysage togolais scruté d'en haut. Et vu d'en haut, le territoire est parsemé de couverts végétales et offre une attraction. Et le savez-vous? Savez-vous que le quart de la superficie du Togo est occupé par la forêt? Eh bien oui. Les derniers inventaires ont permis d'apporter la précision. Un héritage qu'il faut entretenir et sauvegarder pour répondre aux visions de la protection de la nature et du développement durable. Et les politiques adoptées ces dernières années veulent insuffler au secteur un nouveau dynamisme en vue de garantir à la forêt sa triple fonction écologique, économique et sociale. Le ProRed, ou le projet d'appui au RED+, Readiness et réhabilitation des forêts au Togo, est l'un des projets phares du ministère de l'Environnement. Conçu par la coopération germano-togolaise et mis en exécution depuis 2014, le ProRed avait une ambition, contribuer entre autres à la réhabilitation des forêts. 5 ans sont passés et il faut questionner les résultats sur le terrain. Nous partons de ce point du Togo dans la région centrale. Au-dessus de nos têtes, un impressionnant couvert végétal. Dans cette partie de la préfecture de Tchamba, des forêts communautaires connaissent une nouvelle méthode de gestion. Pour nous en acquérir des stratégies développées, notre travail de terrain commence à partir d'ici, la direction régionale de l'environnement. Bonjour, bonne arrivée. Merci beaucoup. Et le voyage. Nous avons commencé par l'inventaire forestier national qui nous a permis d'avoir l'occupation des sols. Avec toutes les activités qui s'alignent, on aboutit à un plan d'aménagement durable. Après ce plan,
qui suit un certain nombre de séries. Il y a une série d'aménagements, assiette de coupe, calcul de volume, rotation de 15 ans. Nous dégageons un certain nombre d'activités, en commençant par la cartographie participative, la légalisation des forêts, inventaire d'aménagement, et on déroule toutes ces activités. Après ce comité, nous passons au marquage des arbres au niveau des assiettes de coupe. Quand on finit le marquage des arbres, on fait un certain nombre d'activités avant d'arriver à l'exploitation de la ressource. Arrivé au niveau de ces forêts, vous verrez plus de détails par rapport à ce qu'on appelle exploitation de la ressource. Et nous partons d'abord pour le canton d'Alibi 1 dans la préfecture de Tchamba. Premier contact, le bureau de gestion de la forêt communautaire. Cette forêt a été créée en 2007, mais nous avions l'idée de préserver cette forêt depuis longtemps. Et par les troubles sociaux, nos halogènes rentraient, ils dévastaient. Mais c'est en 2007 qu'on a repris de préserver cette forêt. Et notre feu, le chef qui est décédé, celui qui était notre président et celui qui avait commencé. Et après, nous aussi, on l'a emboîté le pas. Et jusqu'à présent, maintenant, on a eu gain de cette forêt. Maintenant, cette forêt nous a apporté. Ça nous a apporté beaucoup. ProRed, surtout c'est le projet là qui nous a bien montré les directives. C'est lui qui nous a vraiment montré comment on doit prendre, comment on doit suivre. Et jusqu'à présent, nous sommes au bout de ce qu'on a eu maintenant. Les explications préliminaires sont confirmées par nos images de drone. À l'intérieur, des panneaux et piquets nous renseignent sur les limites de cette forêt qui s'étend sur plus de 5000 hectares. La première assiette, selon le piste des lieux, débute à partir d'ici. Nous sommes dans la faune locale aujourd'hui, c'est vendredi à Alibi 1. Bon, là où nous sommes là, c'est là-bas qu'on appelle Agbaouliga. C'est un margot, des margots, la tête là qu'on appelle Agbaouliga. Nous sommes là-bas, là où on est en train de scier aujourd'hui, quoi. Donc à part ça aussi, notre faune là, c'est commencé à Goumna et Mono. À Mono. Après, vers dans la forêt Ablaye là aussi, c'est Agouna et Mono encore. Mais la limite des forêts Ablaye, c'est Ogoumili. Ogoumili, et ça s'arrête. Et Danga Danga. Et au cœur de cette terre, les vrombissements des machines en disent long sur la vie, l'animation et l'ambiance qui y règne. C'est la saison de l'exploitation. Agents des eaux et forêts, membres de la communauté et opérateurs économiques animent l'écosystème. Le plan d'aménagement innovant introduit par le ProRed Plus le veut ainsi. Au premier abord, nous avons constaté que le plan d'aménagement et de gestion de la forêt communautaire d'Alibi 1 est focalisé sur la conservation uniquement. Alors nous avons élaboré un document additionnel du plan d'aménagement. Alors à partir de ce plan d'aménagement, de ce document additionnel plutôt, le document additionnel nous a permis de pouvoir valoriser les ressources dans la forêt communautaire de Alibi 1. Donc à partir de ce document, nous avons fait le zonage où on a sorti 3 zones d'occupation de la forêt communautaire. La zone de conservation, la zone de protection et la zone de production. Alors on a pris la zone de production qu'on a subdivisée en 15 parties, approximativement à 206 hectares par partie. Donc ce qui fait 15 assiettes annuelles de coupe. Assiette annuelle de coupe n'est exploitée qu'une seule fois, tous les 15 ans. La communauté en mesure les atouts. Le travail que la GIZ a fait, on dira que c'est à cause d'Alibi qui sont venus. Parce qu'on a su à gérer durablement la forêt.
puisqu'on a essayé de découper notre forêt communautaire en zones. Après le plan d'action ou un plan opérationnel, il nous a montré comment on va découper les zones pour exploiter. Nous avons coupé jusqu'à 15 assiettes. Ça veut dire que nous allons exploiter comme aujourd'hui jusqu'à 15 ans. Et jusqu'à 15 ans après, on recommence là où nous avons commencé. Ça veut dire que nous, on est dans le paradis. Parce que le village, déjà avoir des ressources pour son village propre, je sais que nous, on a fait un pas dans la décentralisation. On sait que nous pouvons gérer durablement et au moins nos enfants, on peut les amener à l'école, à part les bâtiments que nous aurons à gérer, à construire. Ce que nous avons vu avant là, on vient ici, on fait la chasse seulement. Pour tirer, celui qui a tiré, ça va manger l'icelle. Même il y a les grands villages, quelqu'un, mais on ne peut pas trouver à manger. Mais maintenant, on a changé, comme vous, grand, vous montez là. On a changé que ce n'est pas ici qu'on va faire la salle. Maintenant, on a laissé les bandes là. Tout le monde, même les vieux et les jeunes, tous les gens qui sont dans Alibi là, chacun va trouver quelque chose dedans pour manger. Ali est un opérateur économique. C'est lui le regagnant de l'appel d'offres de cette saison d'exploitation. C'est grâce à l'organisation de la forêt là que nous aussi on a pu employer des gens aussi comme ça. Et un justicier qui peut gagner au moins 450 000 par, disons, jusqu'à la fin du travail. Un jack boy qui peut aller au moins aussi à 80 000 francs. Et les chargeurs, les débardeurs, tout ça là, peuvent aller aussi autour de 100 000 jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est grâce à cette organisation que nous aussi, dans notre entreprise, les établissements amitiés, nous avons pu recruter ces gens-là pour les employer au moins. L'approche de gestion durable de la forêt a visiblement reçu l'adhésion de toutes les parties prenantes. Et aussi bien les scieurs que les débardeurs, chacun y trouve pour son compte. Notre rôle en tant qu'agent des eaux et forêts sur le terrain, c'est d'abord de suivre les scieurs afin qu'ils ne sortent pas de l'assiette d'exploitation, c'est-à-dire qu'ils n'aillent pas au-delà des limites qui sont autorisées par l'administration forestière, et secondo, de prendre les données dendrométriques de l'arbre, c'est-à-dire de prendre les mensurations. Dans notre travail, nous avons au total 5 fiches que nous utilisons au cours de notre travail. Il y a la fiche volume. Sur cette fiche-là, ça nous permet d'écrire les mensurations des arbres que nous avons prises. Nous avons aussi la fiche tronçonneuse qui nous permet de suivre l'état technique des tronçonneuses et aussi des scieurs aussi. La fiche de waypoint. La fiche de waypoint sur laquelle nous écrivons les coordonnées géographiques des arbres que nous avons pris. La fiche débardeur qui nous permet de suivre l'enlèvement des produits qui ont été coupés et qui sont mis en planche, planchette et puis autres. Et enfin, la fiche de résumé journalier qui nous permet de résumer en somme ce qui a été fait dans la journée. Le modèle est développé et testé dans 2 autres communautés, à plus d'une 50aine de kilomètres d'Alibi 1, Goubi. Ici aussi, la mise en œuvre du ProRed a permis de rapprocher les communautés entre elles et autour d'un héritage commun, la forêt. Entre les policiers de la forêt et les populations, une parfaite symbiose saute aux yeux. Une fois que la carte au sol a été produite, nous nous sommes rendus sur le terrain pour matérialiser à l'aide des outils GPS les limites du canton de Goubi et les différentes ressources dont dispose ce canton afin de produire une carte participative qui constitue la base de l'aménagement du territoire et de la gestion durable des forêts communautaires. Régulièrement, une descente sur le terrain est nécessaire pour des opérations précises telles que définies par le plan de gestion. Le point bleu que vous voyez,
sont des bois vivants qu'on doit exploiter et les points rouges, c'est des bois énergie à exploiter. Et donc tout de suite, nous allons demander au chef Acha de nous traquer le point PE07. Bien reçu mon lieutenant. PE07. Ok, l'azimut à suivre au niveau du PE07. On prend l'azimut ouest. L'élaboration de ce plan système de gestion va nous conduire au zonage de la forêt et nous avons 3 zones. Nous avons la zone de conservation où aucune activité humaine n'est autorisée. Nous avons la zone de protection qui prend en compte les cours d'eau, les différents cours d'eau qui se trouvent à l'intérieur de la forêt. Et puis nous avons en dernier ressort la zone de production où toutes les activités de développement peuvent être menées par les communautés. Alors, c'est dans la zone de production que nous avons fait la planification des activités de développement. Et cette zone de production a été sériée en 15 parcelles que nous appelons assiettes annuelles de coupe. Des préliminaires pour la prochaine saison d'exploitation. Les inventaires d'aménagement s'effectuent au vu et au su de tous. La communauté cerne de plus en plus les enjeux de développement de leur milieu en lien avec la gestion durable de leur patrimoine forestier. Des initiatives sont prises à cet effet. Nous avons constaté qu'il y a l'entrée des bouviers dans notre forêt communautaire. Il y a certains même qui y s'installent. Et nous avons fait une réunion avec le chef de notage et plus le comité de gestion. Et de notre retour, par exemple, de Lomé, pour l'atelier de clôture, nous avons décidé maintenant de gérer efficacement, de bien surveiller notre forêt. Et nous avons dit, à partir de 27, nous n'allons plus voir les bouviers entrer dans notre forêt. C'est pour cela que nous avons essayé de fabriquer ces panneaux d'interdiction et nous voulons de les installer. Le projet ProRed a permis à nos forêts tant déboisées de retrouver une régénérescence du couvert végétal. Et cette régénérescence, nous savons tous que cela pallie tant soit peu à l'amélioration du climat dans le milieu et la gestion des ressources forestières équitable et durable permet de profiter aux propriétaires terriens. La conception et la conduite des premiers tests d'exploitation durable n'ont pas seulement été consacrés aux surfaces forestières communautaires. Un peu plus au sud, dans la région des plateaux, la forêt classée de Missahohe. C'est l'appel à la réunion du comité de gestion. D'un peu partout, les membres arrivent. La mobilisation juge de l'importance accordée au sujet. À chaque rencontre, comme celle-ci, quelques instants sont toujours consacrés à une causerie débat avant toute activité sur le site. Ailleurs, comme ici, on capitalise les acquis du projet axé sur la cogestion. Ce plan directeur forestier régional est un outil d'orientation pour aider tous les acteurs intervenant dans la gestion des ressources forestières à faire une bonne planification des surfaces forestières. Pour l'administration forestière,
au niveau de la région des plateaux, avec les 32 aires protégées pour une superficie de près de 140 000 hectares, ce plan est le bienvenu pour favoriser une bonne planification des activités de gestion des ressources forestières. Avec l'appui du ProRED, qui nous a permis de définir un schéma clair du partage des bénéfices tirés de la forêt, les populations se sont vues encore très intéressées par la gestion de cette forêt-là. Là, ils participent encore plus par rapport à ce qui se faisait avant. Avant, les populations se livraient à des activités illicites qui détruisaient les ressources de la dite forêt. C'est parce qu'ils ne trouvaient pas leur avantage dans la gestion de cette forêt qu'ils le faisaient. Et maintenant qu'ils sont associés à toutes les étapes de la gestion durable de cette forêt-là, ils s'intéressent encore plus. Et ils émettent encore le vœu que cette activité se perpétue pour les générations à venir. Si les résultats des 5 ans d'activité ont pour corollaire la restauration de la forêt, les populations affirment leur détermination pour pouvoir y tirer davantage de profit. Prosper, ce féru de la nature et de l'environnement, reste confiant. Une forêt, c'est une grande richesse. Donc dans cette richesse, il y a beaucoup d'atouts. Donc vous pouvez profiter de la forêt pour faire d'une population une population heureuse. Vous pouvez profiter de la forêt pour faire de belles constructions locales. Mais ce qui est plus important, en tout cas pour moi, c'est que vous pouvez profiter de la forêt pour attirer le tourisme. D'autant plus que la forêt, aujourd'hui, est devenue rare dans nos régions. Nous sommes sûrs de nous-mêmes, comme quoi, avec juste la protection de la forêt en tant que telle, il y a 2 avantages naturels comme la pluviosité, les champignons, les papillons, les orchidées et la fraîcheur qui attire tout le monde. Avec la main en conscience, on le savait, mais on ne trouvait pas notre intérêt en tant que tel. La population ne trouvait pas son intérêt en tant que tel. Aujourd'hui, on voit la valeur d'une forêt à travers l'aide que nous a apportée, la formation que nous a donnée la GIZ. Et beaucoup comptent sur les transferts de compétences en matière de la gestion durable des surfaces forestières pour rendre pérennes les actions. Les populations ont mesuré vraiment l'impact de ce travail-là et ils sont très enthousiastes et ils souhaitent d'ailleurs que ça continue ainsi. Mais aujourd'hui, nous nous sommes dit le projet est à terme, pratiquement à terme. Ce n'est pas que le projet est fini, mais c'est juste un passage de relais qu'on est en train de nous faire. Faire en sorte que les initiateurs et les partenaires techniques et financiers, ils ont fini la phase pilote. Maintenant, il nous revient, nous, populations ici, de continuer le travail qui nous ont appris, ce qu'on a appris, de le continuer. Et nous nous engageons à continuer. Et tout ce qu'ils ont utilisé nous a été confié. Il y a du matériel que nous avons acquis dans ce projet-là qui va nous permettre de faire ce travail. Et nous nous sommes dit, juste après la fin du projet, d'ici le mois prochain, ou bien le mois prochain, nous allons pouvoir faire une réunion du comité pour planifier des activités maintenant à pouvoir exécuter dans ce processus. Donc pour nous, nous allons continuer comme ça et jusqu'à la fin. Et ce sera la manière de la forêt sera gérée définitivement. C'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la préfecture de Cloto ici. La fin du projet ProRED nous conduit à inviter le gouvernement à s'approprier ce projet tout en aidant les propriétaires terriens dans les zones qui n'ont pas connu cet appui à développer cette même stratégie, puisque la chaîne de valeur créée par ce projet dans son mécanisme d'exploitation des ressources forestières implique toute la population, sinon tous les acteurs dans le développement du pays. Les modèles de gestion durable des ressources forestières ont été développés et testés sur un ensemble d'environ 410 000 hectares, soit environ 27% de la surface forestière du Togo. La mise en échelle est-elle envisageable ?
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous venez de prendre le train en marche, et bien vous êtes dans le Togo en marche. Nous venons de suivre ce document, le ProRed, et les premiers pas du Togo dans la gestion durable de la forêt. Alors, monsieur Samarou, voilà, vous qui représentez ici, on va dire, le gouvernement, vous venez du ministère de l'Environnement. Qu'est-ce qui urgeait que ce projet soit conçu et mis en œuvre? Merci beaucoup. Dans un premier temps, il faut relever que le constat sur l'ensemble du territoire par rapport aux ressources forestières, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle le déboisement, la dégradation et la déforestation. Le Togo perdait assez de ressources forestières, c'est ce que j'allais dire. Et partant de ce constat, le gouvernement togolais a adhéré au processus appelé le processus RED+. Le processus RED+, c'est quoi? C'est le processus dans lequel il faut envisager la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et déjà en 2010, lorsque le Togo participait à la conférence qu'on appelle la COP, la conférence sur la Convention des Nations Unies sur le climat, et il était question, c'était tenu à Oslo, en Norvège, et il était question d'adhérer à ce processus pour que le pays puisse réduire véritablement les questions de déforestation. Et à ce titre que déjà en 2011-2012, le gouvernement togolais a soumis un document au niveau international pour capter les financements afin de mener ces différentes actions pour réduire les questions de déforestation et de dégradation. Et ce qui a permis d'asseoir, de bâtir le projet qui est appelé le projet RED+, c'est-à-dire le projet d'appui à la préparation à la RED+. C'est financé par la Banque mondiale dans le cadre du programme FCPF, le Fonds carbone pour le carbone forestier. Et c'est justement parallèlement à ce processus global de réduction des émissions liées à la déforestation que la République fédérale d'Allemagne a bien voulu accompagner le Togo pour continuer ce processus de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et en concevant ce projet, il y avait des objectifs très très précis. Et ces objectifs, dans un premier temps, c'est de revoir le cadre de gestion de ces forêts-là. Et ensuite d'évaluer le potentiel pour connaître ce qui existe, puisque nous voudrons aller vers la gestion durable des forêts. Et comme toute ressource, pour gérer une ressource durablement, il faut la connaître. Ce qui a permis d'évaluer les ressources forestières du Togo en concevant et en exécutant le tout premier inventaire forestier national. Et cet inventaire, c'est un besoin qui a été exprimé longtemps par le gouvernement togolais à travers le département en charge des forêts. Mais faute de moyens, on n'a jamais eu l'occasion de l'exécuter. Et avec la reprise de la coopération avec l'Allemagne, entre le Togo et l'Allemagne, nous avons pu exécuter ce tout premier inventaire forestier national qui nous a permis de connaître le potentiel ligneux et la répartition de ces ressources sur l'ensemble du territoire. Connaissant cette ressource, comment la gérer de façon durable? Il faut expérimenter un certain nombre de modèles. Et c'est ce que nous venons de voir à travers le documentaire. Voilà. Et ces modèles-là ont été testés. C'est ce qui va nous permettre de gérer à partir de maintenant de façon durable nos ressources forestières. Voilà. Monsieur Andreas, vous êtes le coordinateur de ce projet. Quand le projet se mettait en place, il était
dit de parvenir à du concret, puisque vous l'avez dit lors de vos interventions, que l'heure n'était plus de s'attacher au papier, mais d'aller au concret. Aujourd'hui, on est à la fin du projet. Vous pensez avoir, en tout cas, fait du concret sur le terrain? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'on nous a permis de faire du concret sur le terrain dans le cadre de ces partenariats avec le ministère de l'Environnement, parce qu'il y avait un travail préalable. On n'est pas venu sur un terrain vierge, si on veut le dire comme ça. On a trouvé un document qui était élaboré par des cadres togolais, le RPP, Readiness Proposal, qui traçait clairement comment cette phase RED+ doit passer. Il y a d'autres structures, d'autres partenaires techniques financiers qui ont montré intéressés aussi et qui ont manifesté. Monsieur Samarou vient de mentionner le Forest Carbon Partnership Facility, qui lui appuie la coordination nationale RED+, qui coordonne tout le processus et où nous faisons partie pour certaines composantes. Les besoins étaient là, étaient clairement exprimés de cette première inventaire forestier national, parce qu'il a fallu avoir ces données. Sans ces données, le Togo n'aurait pas pu ou ne pourrait pas participer au RED+. Et on a trouvé un ministère et des collaborateurs au ministère prêts à vouloir exécuter et à vouloir aller en avant, ce qui nous a facilité nos travaux d'appui. On s'est assis à chaque étape de ce projet pour conclure, discuter, conclure comment on va procéder, qu'est-ce qu'il faut et où est-ce qu'il faut arriver. Et ça s'est finalisé par ces tests d'exploitation qui ont été aussi, bon, on a fini un peu de justesse à la fin du projet, parce qu'il fallait d'abord être sûr, il fallait avoir parlé avec les concernés pour être sûr de ce que nous proposons. Et tout ce qu'on fait, ça reste des tests, ça reste des modèles, mais je crois avec l'appui d'autres partenaires qui sont toujours aussi présents et avec lesquels nous avons collaboré, comme l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale pour le changement climatique. Il y a de la suite, il y a du concret qui est décrit, qui est documenté, qui est expérimenté, qui peut être mis à l'échelle. Ce concret qui peut être mis à l'échelle, on va le savoir au niveau du chef canton qui est sur ce plateau. Vous venez de Goubi, dans la préfecture de Tchamba, région centrale donc. Monsieur Abou, comment est-ce que votre population a adhéré à cette politique, cette nouvelle politique qui vise à rendre nos forêts vraiment durables? C'était aussi facile comme ça d'adhérer à la démarche? Oui, et vraiment, c'était facile parce que, vous voyez, nous avons eu une expérience amère. Et nous avons, par le passé, comme je le disais, connu une forêt qui a laissé de mauvaises impressions sur les gens. Et vous savez, quand je disais que c'était facile, c'était plutôt le contraire. C'était vraiment difficile. Voilà. Quand nous faisions des réunions, oui, c'est vraiment ça. Quand nous faisions des réunions, vraiment les gens se disaient que, n'est-ce pas, peut-être sur le malheur que nous avons connu là, vous voyez, ces gens-là sont encore revenus, n'est-ce pas, pour ça. Mais avec un peu de sensibilisation sur sensibilisation, les gens ont compris. Et nous avons commencé, et lorsque nous avons commencé, ils ont vu, c'est là que nous avons vu que c'est vraiment différent par rapport à ce qu'on faisait avec le test d'exploitation. Parce que par le passé, on conservait pour conserver. Quand quelqu'un rentre dedans, on le prenait, vraiment, il est bon bouillon. Mais maintenant, vraiment, le test d'exploitation, tout le monde a vu que, avec ça, ça peut aider la population, ça peut nous aider à régénérer de l'argent
Et parce qu'il y a des emplois temporaires, vous voyez, les gens viennent de le dire, et les gens sont là-bas, les scieurs, les exploitants, tout ça là, vraiment. Et avec les bois que nous sommes en train de sortir, le gain que nous aurons là-bas, ça va nous aider, ça va nous aider à faire beaucoup de choses, à construire des bâtiments, à aider à développer notre canton. D'accord. Oui. Vous êtes en train de faire un pas dans la décentralisation, comme l'avait déjà dit le secrétaire du chef canton de Libye. Alors, Monsieur Sena Alouka, vous, environnementaliste, vous qui êtes du domaine, vous avez un regard sur ce qui se fait. Le ProRed Plus n'est pas nouveau pour vous, vous en avez assez de connaissances. Aujourd'hui, voilà les résultats qui sont là. Quel regard portez-vous ça? Je pense que c'est un pas en avant. Ça fait une dizaine d'années qu'on a commencé un peu l'écologie, l'activisme écologique. On se plaignait que rien ne marchait. Effectivement, les collègues du ministère de l'Environnement à l'époque, des ressources forestières, doivent reconnaître qu'il y a eu beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de projets qui sont passés par là-bas. ProRed en est un. Et on se félicite qu'aujourd'hui, grâce au ProRed, il y a la gestion de connaissances, il y a de la connaissance qui a été créée. Pour moi, c'est quelque chose d'assez formidable. Aujourd'hui, quoique nous sommes un peu dubitatifs sur les résultats statistiques qui ont été donnés à la fin, mais nous estimons quand même que c'est quand même très très bien qu'aujourd'hui, il y a eu un premier inventaire forestier qui a été fait au Togo. La question est, avec ça, on va... Les chiffres ne sont pas réels, c'est ce que... je crois que les élections là nous parleront de couvert qui est estimé avec 4,4%, mais ils vont nous expliquer pourquoi. On a quelques doutes sur cela parce que pour moi, Togolais citoyen, je ne vois pas où sont les 24% de forêt au Togo. C'était une démarche scientifique? Oui, mais c'était très scientifique, bien entendu, selon une définition claire, selon une démarche assez fournie. Mais entre la démarche scientifique et la démarche empirique, ce que le citoyen voit, moi je ne vois pas le Togo avec 24% couvert de forêt. Non, voilà. Mais ils vont l'expliquer. On pourra discuter. Donc j'estime que c'est un très bon départ et on ne peut que remercier l'effort du gouvernement togolais mais aussi de l'Allemagne. Quand je voyais par contre le documentaire, j'avais un peu peur parce que en tant que chef et citoyen, je me dis donc encore la forêt au Togo, c'est une question d'agents forestiers de Avesoja. Parce que vous nous avez un peu fait peur dans le documentaire. Parce qu'aujourd'hui, la question de, comme l'a dit le chef, le passé du passé, on a passé des moments un peu compliqués. On venait voir si dans ta sauce, il n'y avait pas Bicha, la biche, etc. Aujourd'hui, le Togo a compris que c'est par rapport au moment, on veut faire mieux. On va aller à la gestion participative. Et quand vous allez effectivement au niveau de Aboulaye ou Missaroué, etc., il y a quelque chose, les populations viennent. Et donc, il faut que nous continuions à lancer ce message. Il y a une sorte de symbiose qui... Ça commence, la crème commence à prendre progressivement, voilà. Ça prend un peu plus de temps. Votre peur doit être dissipée, je crois. Oui, parce que, bon, quand on dit l'expression avant, c'était Avesoja, donc c'est le gardien de la forêt. Or, la forêt, elle est, dans nos coutumes, elle est don de Dieu, de la nature. Ça n'appartient pas à l'État, on ne le comprenait pas comme ça. Et donc, quand l'État vient mettre un gardien, qui s'appelle Avesoja, qui t'attrape parce que tu as dû peut-être chercher une liane, etc. Mais aujourd'hui, je crois que les choses sont en train d'avancer. Je me réjouis beaucoup de ce niveau de connaissance des agents forestiers. Et merci beaucoup à GZ pour... avant, on blaguait ici, j'avais fait une émission ici, c'est le même plateau, il y a environ 10 ans, et on doutait de combien d'agents forestiers pouvaient manipuler le GPS. Aujourd'hui, c'est formidable. Donc, on peut se féliciter de ça. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on transforme tous ces résultats en quelque chose de tangible pour que la gestion de la forêt ne soit pas une question de l'État. Et je me réjouis beaucoup. Merci, M. Fognasigbe. Le changement du nom du ministère, ça en va pour quelque chose. Ministère de l'Environnement, cadre de vie, développement durable, c'est formidable. Donc, la question de la forêt, sa gestion n'est pas une question. Les causes de la déforestation, les études menées par ProRed le démontrent, ce n'est pas des causes dans la forêt, c'est des causes structurelles qui sont parfois hors de la forêt. Des causes institutionnelles, politiques, etc. La pauvreté, beaucoup de facteurs font que nos forêts disparaissent aujourd'hui. Et c'est important que nous puissions arriver à transformer ces études-là en quelque chose de bien, parce que je termine.
qu'on a toujours peur. Moi, si on me demande des questions de forêt au Togo, j'ai la gorge un peu serrée. Nous coupons chaque année 16 000 hectares. Chaque année, 16 000 hectares que nous coupons et nous n'en reboisons que 1 000 hectares environ. Et qu'est-ce qu'on reboise? C'est des tecs, donc des choses qu'on va couper dans 3-4 ans. Ça veut dire qu'il y a une bombe terrible qui se prépare. On a peur que d'ici 2020, 30, 50, il y aura presque plus de forêt debout. Et donc pour moi, en tant que citoyen, j'ai peur. Alors, vous le savez, hein, si le chef de l'État, le président de la République a intitulé ce ministère comme étant ministère de l'Environnement, du développement durable et de la protection de la nature, c'est pas fortuit. On est dans le contexte du PND, le plan national de développement. Et donc, nous sommes dans cette dynamique. Mais entre-temps, M. Samarou, M. Luka parlait d'une inquiétude. Il n'est pas tout à fait d'accord qu'on dise qu'au Togo, il y a 24,24% de couvert végétal. Je vais expliquer comment ce résultat a été obtenu. La conception et l'exécution de cet inventaire forestier national a comporté 2 grandes phases. La première phase a consisté à faire la cartographie. C'est à travers la cartographie qu'on peut évaluer de manière scientifique le couvert forestier. Et comment cela a été fait? C'est sur la base des images satellites qu'on fait une interprétation, une analyse pour détecter ce qui est forêt de ce qui ne l'est pas. Alors, où se situe cette façon de ne pas vraiment considérer ces 24,24%? Il faut partir de la définition de la forêt. Qu'est-ce que nous appelons forêt? C'est sur la base de cette définition contenue dans la loi portant code forestier que le travail a été évalué. Et il faut considérer 3 paramètres. D'abord, l'espace minimal qui doit être autour de 0,5 hectares. Un espace qui a 0,5 hectares. Sur cet espace-là, les arbres sont là, qui atteignent une hauteur de 5 mètres de hauteur. Et que la couverture, c'est-à-dire que la jonction entre les feuillages atteint 10%, c'est-à-dire que ces feuillages-là, lorsqu'on les superpose au sol, l'occupation des feuillages occupe plus de 10% et le vide est moins de 90%. Cet espace-là est considéré comme forêt. Et c'est la même définition que nous avons au niveau de la FAO depuis 2001. Et sur cette base, quand on analyse les images satellites qui couvrent l'ensemble du pays, on trouve un peu plus de 1 381 000 hectares, ce qui représente, quand on divise cette superficie par la superficie du Togo, 24,24%. Mais je suis d'accord que les gens soient un peu dubitatifs parce que par le passé, nous avions estimé cette ressource forestière et on l'estimait autour de 6,8%. 6,8%, on s'était focalisé sur ce que nous appelons les forêts denses. Et il fallait qu'il y ait aujourd'hui le ProRed pour que l'on en arrive à cet inventaire qui nous a permis d'avoir le chiffre réel. On ne va pas s'attarder sur ça, on va continuer. M. Yalouka va aussi pousser ses recherches pour avoir les vrais résultats, s'il n'est toujours pas d'accord. Oui, mais je voulais vous retourner la parole à M. Samarou. Oui. Sur quels critères les zones couvertes par le projet ont été choisies? Alors, les zones d'intervention du projet correspondent aux zones traditionnelles d'intervention de la GIZ, de la coopération allemande. Et ça concerne initialement la région maritime, la région des plateaux et puis la région centrale. Mais il faut reconnaître que c'est aller au-delà. Parce que l'exécution de l'inventaire forestier national, comme on parle d'un inventaire forestier national, ça a couvert l'ensemble du pays. Mais les zones où on a expérimenté les modèles de gestion durable, c'est dans les 3 régions d'intervention de la GIZ, à savoir la région maritime, la région des plateaux et la région centrale. Maintenant, après avoir connu le potentiel des ressources forestières dans ces 3 régions,
Et il a fallu identifier encore les zones vers lesquelles il faut expérimenter ces modèles-là. Quand nous prenons la région maritime, et on a expérimenté le modèle de paysage forestier et la restauration des paysages forestiers. Et cette restauration, où est-ce qu'on peut faire la restauration? C'est là où il y a moins de la ressource. Et donc, lorsqu'on prend cette région, la préfecture qui a moins de ressources forestières a été identifiée pour expérimenter la restauration des paysages forestiers. Maintenant, au niveau de la région des plateaux, le modèle qui a été expérimenté, c'est le modèle de cogestion d'une forêt de l'État. Et c'est ce qui nous a amené à identifier la forêt classée de Missahoui. Au niveau de la région centrale, le modèle expérimenté est un modèle de gestion durable des forêts communautaires. Et il y avait une certaine organisation, une avancée en termes de gestion des forêts communautaires dans la région centrale, plus précisément dans la préfecture de Tchamba. Et donc, la forêt communautaire de Alibi 1 et de Goubi ont été identifiées. Voilà les raisons qui ont milité à l'identification de ces zones pilotes. D'accord. Monsieur Andreas, on a parlé de cogestion pour ce qui concerne les forêts dites classées, les forêts de l'État, et ailleurs, on parle de gestion durable. Pourquoi les concepts diffèrent d'une région à une autre? En fait, ce n'est pas une question de la région, c'est une question du choix de la surface forestière qui s'est présentée. Il faut clairement voir dans la région centrale, autour de la réserve de Fond d'Abdoulaye, les communautés avaient déjà fait les premiers pas. Il y avait d'autres intervenants, par exemple le projet PJCT de la Banque mondiale qui avait déjà appuyé Alibi et Bago dans l'élaboration des plans d'aménagement. Et voyons la durée du projet que nous avons eu, le temps qu'il faut pour asseoir quelque chose. On a greffé des interventions là-dessus. Et comme ça, on est rentré dans les forêts communautaires dans la région centrale. Ce qui veut dire que forêts communautaires, c'est des forêts qui appartiennent aux communautés. C'est eux qui gèrent, c'est eux qui en tirent des ressources, ça leur appartient. La cogestion, comme dans la forêt, dans la région des plateaux, dans la forêt des Missahoui, ça a été choisi parce que aujourd'hui, les forêts de l'État ne trouvent pas beaucoup d'attention par rapport à la gestion durable. Les populations riveraines n'ont pas d'accès ou n'ont pas de bénéfices et on a voulu mettre en place un modèle qui implique dans la planification, la prise de décision, la gestion, mais aussi dans le bénéfice de la forêt, la population, donc une collaboration, co-gestion entre population riveraine et l'État. Parce que la forêt reste la propriété de l'État, mais les bénéfices et les décisions sur la gestion, ça se fait ensemble. Voilà, c'est ça. D'accord. Monsieur Abou Assoumanou, vous disiez entre-temps que ce n'était pas facile, que la population tout de suite adhère à cette démarche. Et nous avons également eu dire que le projet devrait normalement toucher aussi Koussounchou et d'autres localités environnantes. Mais finalement, ces localités n'ont pas pu bénéficier du projet parce qu'il y avait du problème foncier. Qu'en était-il exactement? Effectivement, on a commencé. Ces deux cantons ont commencé même avant Goubi. Et comme vous le savez, nous avons eu les mêmes problèmes. À Goubi, tous nos villages environnants ont eu les mêmes problèmes. Cela dépend alors des villages, parce qu'il y en a qui résistent plus que d'autres. Et ces villages dont nous parlons, eux, ils n'ont pas voulu céder facilement. Il y avait des problèmes internes, problèmes fonciers, et il y en a aussi qui se disent que non, vous voyez, chat échaudé craint l'eau froide. Il y en a qui maintiennent leur position que non, ça là, il faut attendre un peu d'abord. Mais ça n'a pas. Goubia essaie de traîner un peu, mais après tout, nous on s'est compris, nous sommes dit que non,
il faut quand même essayer de voir. On s'est lancé, nous sommes prêtés au jeu et nous avons vu que les résultats sont vraiment merveilleux. Et à partir des résultats que vous avez aujourd'hui et que nous avons également vus sur le terrain, est-ce que ça leur inspire quelque chose? Est-ce qu'il y a des démarches? Est-ce que c'est pas aujourd'hui vous sentez que ces populations-là qui au départ n'ont pas voulu adhérer au projet, aujourd'hui cherchent à le faire? Vraiment, ils ont commencé par regretter. Il y en a qui font déjà des démarches auprès d'autres ONG pour nous emboîter le pas. Oui. Alors, Monsieur Samarou, le problème du foncier intervenait aussi dans la démarche que vous aviez entamée. Comment est-ce que vous y preniez? Il faut le rappeler, nous, dans le travail que nous avons fait qui concerne le patrimoine forestier de l'État, ça inclut à la fois le domaine forestier de l'État, le domaine forestier des collectivités territoriales, ce que nous n'avons pas vraiment pour le moment, vu le niveau de décentralisation, et le domaine des forêts des particuliers. Les particuliers, ça peut être un privé, ça peut être une collectivité locale. Et pour cela, nous, c'est d'avoir cet ensemble de potentiel que dispose le Togo de façon globale. Là, les questions de foncier, on n'est pas vraiment rentré dans ce processus-là. D'accord. Alors, on n'est pas vraiment rentré dans ce processus. Je vais revenir dans le fond du sujet. Nous avons remarqué sur le terrain qu'on était arrivé au moment où il y avait la phase d'exploitation. Et le document a vraiment focalisé l'attention sur cet aspect. En dehors de ça, qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'il y a le volet régénérescence de cette forêt qui est également vécu, qui est pratiqué par la population? Qu'en est-il exactement, Monsieur Andreas? Effectivement, il faut voir cette gestion durable des forêts, pas seulement en termes d'exploitation, pas seulement en termes de tirer des bénéfices, il faut voir ça aussi en termes de devoir investir et régénérer et rétablir la forêt, ce qui répond aussi un peu à la question de la superficie forestière de 24,24%. C'est une superficie qui donne une ressource mesurable dans le processus RED. Mais cette ressource, en grande partie, est très dégradée. Donc, pour revenir à votre question, les plans d'aménagement ou les plans simples de gestion prévoient, après exploitation, un enregistrement avec des espèces d'arbres choisis par les comités de gestion pour permettre jusqu'à la prochaine rotation qu'il y ait une reprise du couvert végétal, parce que ce ne sont pas des coupes à plan, c'est des coupes ciblées, il reste quand même toujours, mais c'est surtout la richesse de la forêt, la biodiversité qui est dégradée. Donc là, il y a des prévisions d'introduire des différentes espèces d'arbres pour augmenter la qualité et la biodiversité de ces surfaces exploitées. D'accord, donc c'est tout à fait d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir une politique d'exploitation sans qu'il y ait du reboisement, de la régénérescence autour de ce qui se fait. Autrement, ça ne servira à rien. Bien sûr, mais il faut avouer que le ProRed, à la base, c'était d'abord permettre d'aider le pays à disposer de données. Donc, qu'on discute des chiffres ou pas, en tout cas, les données sont là. Donc, le premier pas est posé. Ensuite, de la connaissance. Je crois qu'aujourd'hui, comme je disais, les équipements, je ne sais pas si c'est ProRed qui a acheté les jolis habits de nos agents forestiers, mais en tout cas, ils sont bien habillés. Non, ils sont bien habillés, ils arrivent à utiliser les GPS, ils utilisent tous ces outils. C'est quand même assez quelque chose de nouveau. Et puis, comme l'a dit le collègue au départ, donc, en dehors du projet ProRed, il y a le projet RED+, avec l'unité de coordination qui mène une série de plusieurs études. Le ProRed, si on comprend bien, prépare à la RED+. Bon, voilà, ça c'est notre débat. Mais ici, il faut donc juste voir que le ProRed a permis quand même de mettre un peu le pied dans la sauce. Dans la marmite, en attendant, un peu des activités de préparation. Une fois qu'on aura fini tout ça, la stratégie a été certes adoptée, mais on voit un début d'essai à quoi ça peut ressembler
rassembler la RED+, on va venir prendre des populations d'Abdoulaye, de Misaoué, quand on va vouloir commencer à comptabiliser les fameux carbones forestiers. Et je crois que ça, c'est bien. Ce que nous regrettons dans quelques projets, effectivement, vous l'avez dit, et on ne peut pas accuser pour de n'avoir pas tout fait. Hein, c'est notre job à la fin, nous en tant que citoyens, mais aussi État togolais, la question de reboisement. Et pour nous, on a élaboré une politique nationale de reboisement, un plan national de reboisement, qui dort encore dans les tiroirs. Messieurs, il faut qu'on commence à reboiser. Ça fait 21 ans que j'ai commencé le travail d'écologie, et quand j'ai commencé, il y avait PASIP qui faisait le travail de reboisement. Depuis que PASIP est parti, c'est terminé. Je n'ai plus jamais vu jusqu'à la date d'aujourd'hui un véritable programme national de reboisement où les citoyens, comme on l'a fait dans d'autres secteurs, se mettent ensemble avec l'État pour reboiser. Donc on appelle de tous nos voeux que maintenant que le ProRed commence par tirer chapeau, j'espère que ce n'est pas totalement fini. M. Andreas viendra avec sans doute avec une nouvelle enveloppe, mais qu'on puisse commencer à mettre en œuvre le plan national de reboisement qui est là, PND, PNR. Donc c'est important pour nous qu'on fasse un petit frein et les citoyens savent ce qu'il faut faire aujourd'hui. Les questions de feux de brousse continuent. Les questions de corruption dans la gestion forestière continuent. ProRed n'avait pas pour mission d'arrêter la corruption. Elle continue malheureusement, et tous les jours que Dieu fait. Les questions d'exploitation abusive des forêts continuent. Vous allez au niveau des autres forêts classées Malfakassa, vous allez voir qu'on vend du bois dans la forêt classée. Et malheureusement, l'État a créé des écoles dans la forêt classée. L'État a mis des dispensaires dans la forêt classée. Et il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Alhamdoulilah. Qui est solution, qu'on ait des solutions à cette situation. Et justement, il y a le ministre de l'Environnement, le ministre du tutelle, a également ses yeux sur ce qui se fait dans toutes ces zones où le projet a pris corps. Nous allons donc suivre le ministre David Olatokunbo. Il s'est prononcé sur le sujet des résultats et de l'après-projet. L'un des résultats phares a consisté en la conception et l'exécution entre 2015 et 2016 du premier inventaire forestier national du Togo. Le premier inventaire forestier national, je crois qu'au niveau même de la sous-région ouest africaine, c'est un cas de figure. Et nous saluons cette initiative qui a été réalisée avec une forte implication du personnel de l'administration forestière à tous les niveaux d'intervention. Et cet inventaire dont nous parlons a permis de connaître le taux de couverture forestière estimé à 24,24%, soit plus de 1 381 000 hectares de surface forestière. Et nous pouvons aussi faire remarquer que les capacités techniques et opérationnelles des acteurs sont renforcées. Il en est de même aussi de la meilleure appréciation des techniques et outils de gestion durable des ressources forestières que nous avons enregistrées. Indépendamment de cela, il y a aussi des outils et modèles de gestion durable des forêts qui ont été développés au profit des forêts communautaires, des forêts de l'État et des paysages forestiers. Et ces différents résultats sont, à notre avis, fort significatifs dans la mesure où, lorsqu'ils sont combinés à ceux qui sont obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du projet de soutien à la préparation à la RED+, on réalise que notre pays dispose maintenant, et pour la première fois d'ailleurs, de données statistiques fiables dans la perspective d'une gestion durable des ressources forestières. Notre département mettra tout en œuvre pour la mise à l'échelle des modèles de gestion durable forestière développés et testés. Nous pensons aujourd'hui qu'un grand nombre de préfectures et de surfaces forestières doivent profiter de ces modèles. Ce que nous appelons l'effet de reproductibilité. Et sur la base de la connaissance du potentiel et de la répartition des ressources forestières que nous avons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, nous pensons qu'il faille mener des actions de restauration des paysages forestiers
Et c'est très important pour nous. D'ores et déjà, nous pouvons aussi vous dire que plusieurs nouvelles initiatives ont vu le jour au sein du ministère pour renforcer les acquis du ProRed. Nous venons de suivre le ministre. Il y a plusieurs initiatives qui sont en vue pour renforcer ou bien pour pouvoir gérer l'après-ProRed. Monsieur Alouka, qu'est-ce que cela vous inspire, cette intervention? Non, je pense que Monsieur le ministre a raison. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour le saluer. Monsieur le ministre, je vais passer le voir bientôt. On va continuer. Non, mais je pense qu'effectivement, comme l'a dit le ministre, l'essentiel aujourd'hui, c'est comment faire pour que les acquis de ce projet soient répliqués ailleurs. L'effet de réplicabilité dont a parlé Monsieur le ministre. Et la question, c'est comment est-ce qu'on allie la gestion de forêt à d'autres activités de soutien au maintien des fonctions écosystémiques de la forêt. Il n'y a pas que la forêt, il y a la biodiversité au sein de la forêt. Il y a les populations qui ont une relation avec la forêt, des relations soit gagnant-gagnant ou parfois des relations même spirituelles avec la forêt. Et il y a des questions de populations qui vivent à côté de la forêt qui ont besoin de continuer à survivre. Donc ces populations ont besoin d'être soutenues. Mais une chose est claire, c'est qu'aujourd'hui, la forêt au Togo, c'est une question, pour moi, ça mérite une urgence, un plan d'urgence, un plan Marshall. Parce que là, on fait semblant comme si rien ne se passe. Or, chaque jour que Dieu fait, allez rester à Tikoumé et à Goué, vous allez voir les camions qui amènent du charbon de bois pour que moi, je puisse demain matin manger mon waché au bord de la route. Et en ce moment, c'est les forêts qui partent. Donc, je pense qu'on blague un peu avec la question. Merci beaucoup ProRed, c'est un début. J'attends toujours, et comme tous les autres citoyens qui réclament tous les jours un véritable plan, un véritable projet national de reboisement auquel nous allons tous participer. Je peux vous garantir que ça va être formidable. Voilà, Monsieur Samarou, est-ce que le ProRed nous aurait vraiment préparé à rentrer dans la RED+? Je dirais oui. Le ProRed nous a appuyé à ce que nous nous préparions pour les questions du RED+. Et cette question du RED+, il faut le rappeler, nous sommes dans la phase de préparation, la phase de readiness. Et tout ce que nous venons de voir, les données, les renforcements des capacités, ça prépare le pays pour vraiment rentrer dans les processus RED+. Et pour rentrer encore plus en détail, les différents résultats obtenus à travers le ProRed ont contribué à la conception de la stratégie nationale RED+, dans le cadre du projet de soutien à la préparation à la RED. C'est déjà un résultat assez intéressant. Lorsque nous prenons les différentes études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet de soutien à la RED, c'est véritablement un lien qui a été fait entre les résultats obtenus avec le ProRed pour la réalisation de ces différentes études qui ont permis d'avoir actuellement la première version de la stratégie nationale RED+. Donc, c'est vraiment des résultats appréciables. Ok, Monsieur Abou, comment est-ce que vous êtes préparé pour l'après-RED, l'après-ProRed, voilà. Merci. Et ProRed nous a lancé et nous avons eu des formations, nous avons eu certaines expériences. Et tout récemment, nous étions ici à Lomé pour vraiment voir ensemble ou bien dire officiellement que ProRed s'en va. Et lorsque nous sommes retournés, et nous nous sommes dit que, vraiment, nous allons devenir très bientôt orphelins. Alors, quand vous avez votre papa qui meurt, c'est pas tout, vous n'allez pas vous croiser les bras, même si vous n'êtes pas, voilà, ou bien il voyage pour ne plus revenir au coma. Donc, nous avons pris d'autres initiatives. Comment surveiller nos forêts. Et nous sommes dit aussi que, voilà, je ne sais pas si vous avez écouté le responsable de l'exploitation forestière de chez moi, de Goubi. Vous avez vu que nous avons comment ça s'appelle là,
un panneau là. Nous avons, voilà, un panneau d'interdiction. On a dessiné les bœufs avec barre rouge, ça veut dire qu'on interdit le passage. Et aussi, la gestion. Lorsque les gens rentrent dedans, comment les amender? Parce que nous avons une charte communautaire, nous avons beaucoup de textes déjà à notre niveau. Il s'agit de voir comment nous allons exploiter ces textes-là pour que vraiment, RED+, qu'on ne sente pas totalement l'absence de RED+. Quel est aujourd'hui le rapport entre votre communauté et l'administration? Bon, vraiment, le rapport est très bon. Il y a une symbiose entre notre communauté parce que lorsque nous sommes, vous allez voir, de temps en temps, l'administration forestière passe. Les forestiers, auparavant, quand on les voyait, on prend la fuite. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on est ensemble. Ils sont plutôt des conseillers techniques pour nous. Et vraiment, c'est une bonne chose. Ok, et nous tirons vers la fin de cette émission. On va faire rapidement le tour de table. Dans 3 minutes, on doit rendre l'antenne. D'abord, je commence avec vous, monsieur Samarou. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une impression satisfaisante que vous donnez vis-à-vis de tout ce qui a été fait, ou trouvez-vous qu'on aurait pu faire mieux? Je dirais oui, nous sommes satisfaits dans tout ce que nous avons obtenu comme résultat à travers la mise en œuvre de ce projet ProRED. Et déjà, comme je l'ai souligné au début de mon intervention, c'est la toute première fois que nous disposons des données beaucoup plus fiables sur le potentiel en termes de ressources forestières du Togo. Et cela fait que lorsque nous sommes à l'international actuellement, nos discussions réconfortent vraiment nos positions du moment où nous avons des données beaucoup plus fiables. Ce n'est vraiment pas le cas pour un certain nombre de pays. Parce que exécuter un inventaire forestier national, c'est assez coûteux, si bien que beaucoup de pays ne s'engagent pas sur ce terrain. Déjà, par rapport à ce résultat, je dirais que nous avons vraiment une bonne impression. Et les modèles également qui ont été développés, ce sont des modèles qui vont nous permettre d'aller vers la gestion durable de nos forêts. Et donc, nous allons étendre, comme M. le ministre venait de le dire, à d'autres localités pour continuer à expérimenter ces modèles-là, pour asseoir de façon véritable la gestion durable des ressources forestières. Et surtout, l'implication des populations dans la gestion des différentes forêts est assez importante pour nous. D'accord. La dernière chose, quel arbre planterez-vous après-demain, le 1er juin? Le 1er juin, je vais planter le Kaya grandifolio là. Merci. Andrea, c'est à vous maintenant de nous dire votre mot de la fin par rapport à ce projet que vous avez conduit de bout en bout. Voilà. Permettez-moi d'abord de remercier le peuple togolais, les habitants du Togo, parce que nos équipes, nos collaborateurs ont traversé le pays du nord au sud durant des mois. Ils ont campé dans des villages, dans des forêts, et durant tout ce temps, ils n'ont manqué de rien. Ils étaient toujours accueillis de bras ouverts, comme nous autres d'ailleurs, durant tout notre séjour. Je crois que ça, il faut souligner, c'est pas partout que ça se passe comme ça. De l'autre côté, il faut bien voir des projets comme ces projets de la coopération allemande, coopération entre le Togo et l'Allemagne, non comme objectif que de contribuer à une situation. On essaye de le faire en coopération avec d'autres, mais surtout en partenariat avec les structures togolaises. Et je pense que cette contribution a porté fruit, mais je fais aussi appel à cette même population togolaise. Vous avez entendu qu'il y a des tests, qu'il y a des modèles. Approchez le service forestier, demandez-leur, vous aurez des réponses. Merci beaucoup Andrea. Aujourd'hui c'est la journée la fête des pères en Allemagne. Vous l'avez fêté également. Bonne fête, hein, bonne suite. Je l'avais fêté, merci. D'accord. Alors, Monsieur Sena Luka, rapidement votre mot de la fête. Non, merci beaucoup de l'occasion. Merci à GSM, merci au collègue du ministère de l'Environnement. Les 3 éléments en une phrase, c'est d'appeler à une meilleure collaboration entre le ministère de l'Environnement et du cadre de vie et développement durable
durable et les ONG et la société civile. C'est très important. On est en train de démarrer, mais il va falloir trouver un meilleur cadre de collaboration pour que le formidable savoir qui est au niveau du ministère puisse être transmis aux ONG qui sont plus proches de la population. Mais les autres, c'est d'encourager davantage d'autres méthodes, la carbonisation améliorée, le reboisement, l'utilisation des foyers améliorés, mais aussi les questions liées au reboisement. S'il vous plaît, lançons le plan national de reboisement. Merci beaucoup. Votre plante pour le 1er juin? Ça s'appelle Cassia Sena. On l'a, par hasard, ils ont donné mon nom à cette nouvelle plante. C'est l'ancien Cassia Samea qui s'appelle Cassia Sena, donc je vais le planter. Merci, merci. Alors, le chef, il vous revient de nous dire rapidement votre mot de fin dans quelques secondes. Mon mot de fin, c'est vraiment, on parle de la gestion durable. Franchement, c'est ça qui me tient à cœur. Parce qu'il faut laisser quelque chose aux générations futures. Et si nous pratiquons vraiment cette gestion durable, je crois que la régénération, les générations qui vont venir, ne nous en voudront pas. C'est ça vraiment le mot qui me tient à cœur dans ce plateau. Merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous avons parlé de l'environnement. Et que le 1er juin, chacun puisse prendre soin de mettre à terre un plan. Il fera beaucoup de choses à la nature et donc à l'environnement de façon générale. Bonsoir à vous qui nous avez suivis. À la prochaine.